Bonjour à tous, c'est Professeur Musson. Je suis ravie d'être aujourd'hui ici pour répondre à une demande d'une des résidentes qui me suit sur cette chaîne, qui m'a demandé ce matin de lui faire le cours de la circulation rénale. J'imagine que c'est une résidente en première année en néphrologie, donc voilà, ça c'est pour toi. Donc il faut savoir que chaque rein est vascularisé par une artère, généralement une artère rénale de chaque côté. Cette artère rénale va donner naissance aux artères segmentaires qui, elles, vont donner naissance aux artères interlobaires, puis les artères arquées, puis les artères interlobulaires, celles qui sont les plus superficielles au niveau du cortex. C'est elles qui donnent les artères afférentes, qui vont rentrer par la suite au niveau des capillaires glomérulaires, puis les artères efférentes. Et les artères efférentes vont donner deux sortes de vascularisation. Des capillaires péritubulaires au niveau du cortex et un réseau médulaire qui s'appelle le vasa recta. Le vasa recta, c'est un vaisseau, c'est une circulation qui ressemble, en fait, qui suit l'anse de Rayleigh. Donc c'est une forme de épingle à cheveux. Les capillaires péritubulaires au niveau du cortex et les vasa recta au niveau de la médulaire vont se réunir pour donner les veines interlobulaires, puis les veines arquées, les veines interlobaires, et par la suite, ça va être drainé par les veines rénales. Vous avez remarqué qu'il y a des glomérules corticaux superficiels et des glomérules juxtamédulaires. On va voir la différence plus tard. Il est important de déterminer, de connaître parfaitement l'appareil justaglomérulaire, qui est formé par trois éléments importants. D'abord, le macula densa. Macula densa, en fait, ce n'est que les cellules tubulaires du tube distal qui ont une modification histologique. Elles sont plus hautes que larges et elles sont plus denses, elles sont plus foncées. Donc c'est pour ça qu'ils sont appelés macula densa. Ces cellules sont très sensibles aux variations du sodium à ce niveau-là. Donc, l'autre partie de l'appareil justaglomérulaire, c'est les cellules granulaires qui sont situées au niveau, en fait, c'est les cellules endothéliales de l'artériole afférente. Ces cellules contiennent des granules. En fait, c'est elles qui sécrètent la rénine. Sous l'effet, bien sûr, sous la commande des signaux envoyés par les macula densa. Troisième élément, c'est un lacis, c'est une structure comme ça mésangère qui retient les deux, qui relie le macula densa avec les cellules granuleuses et ça a un effet aussi contractile. Donc ça aide pour faire sortir la rénine de cet appareil juxtaglomérulaire. Il est très 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 important en néphrologie de bien connaître les rouages de ce fameux appareil. Il faut savoir que le rein est très très gourmand en matière de débit sanguin. Il reçoit presque 25% du débit cardiaque, c'est énorme. Il consomme énormément de glucose et d'oxygène. En fait, il consomme presque 15% de l'oxygène de l'organisme. C'est l'organe le plus gourmand, le plus vascularisé aussi. Donc, le rein se divise en deux systèmes. Un système de haute pression et un système de basse pression. Chaque système a son importance capitale. Le système de haute pression, c'est le système vasculaire de l'artère rénale jusqu'au capillaire glomérulaire. Ici, la pression hydrostatique est importante. Elle est aux alentours, au niveau glomérulaire, de 45 mm de mercure. Donc, cette pression hydrostatique importante, c'est elle la clé de la filtration glomérulaire. C'est ce qu'on va voir dans le cours de la filtration glomérulaire, Inch'Allah. Après, l'artériole efférente, depuis l'artériole efférente jusqu'à la veine, ça c'est le système à basse pression. C'est un système très très important parce qu'il comprend aussi tous les vaisseaux péritubulaires. La pression est basse, aux alentours de 10 mm de mercure. Pourquoi la pression devient basse? Parce qu'il y a une filtration glomérulaire. Ça veut dire que le sang qui repart par l'artériole efférente est plus concentré, qui veut dire que il y a beaucoup moins de pression hydrostatique et beaucoup plus de pression oncotique, ce qui permet la réabsorption au niveau tubulaire. Donc, la cellule tubulaire va réabsorber, elle va envoyer vers l'interstitium, et de l'interstitium vers les capillaires péritubulaires. Et puisque la pression hydrostatique est basse et la pression oncotique est élevée, c'est ça qui va pomper tout ce liquide réabsorbé. Donc, c'est très important de retenir ça. Dans le rein, la distribution de débit sanguin est différente entre la corticale et la médulaire.
90% du débit sanguin rénal est dirigé vers la corticale et 10% seulement est dirigé vers la médulaire. Ceci à l'état stable. Mais lorsqu'il y a un problème, il y aura comment vous dire, une redistribution du débit sanguin différente. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a des glomérules, je dirais des néphrons, de deux sortes au niveau du rein. Il y a les néphrons corticaux, c'est de tout petits néphrons. Vous avez vu ici, l'anse de Henle est toute petite, elle ne s'enfonce pas dans la médulaire. Et les néphrons juxtamédulaires sont des néphrons à anse de Henle très longue qui s'enfoncent dans la médulaire. Donc, plus l'anse de Henle est longue, plus ce glomérule va absorber de l'eau et du sodium, puisqu'il peut concentrer les urines d'une façon plus efficace. Plus le néphron est superficiel, plus l'anse de Henle est très petite, elle s'enfonce pas dans la médulaire, donc elle absorbe pas beaucoup d'eau et de sodium, donc c'est des néphrons perdeurs de sel. Lorsqu'on est en situation d'hypovolémie, il est tout à fait logique de redistribuer le sang, donc la filtration glomérulaire, vers les glomérules qui vont retenir le plus de sodium, donc vers les néphrons juxtamédulaires. Donc imaginons que le débit à l'état stable est de 90% pour la corticale et 10% pour la médulaire. Dans un état d'hypovolémie, pratiquement 40% du débit sanguin rénal va être redistribué vers les néphrons juxtamédulaires dans un but de retenir le maximum d'eau et de sodium. Donc, après avoir vu en général la vascularisation de ce fameux organe qui fait notre belle spécialité, il est impératif pour tout néphrologue de mesurer le débit de filtration glomérulaire. Ainsi, ça va lui donner une idée sur le fonction du rein de son malade, est-ce qu'il fonctionne normalement, ou bien il a une maladie rénale, etc. Donc, pour cela, les chercheurs, à l'époque, dans la médecine élémentaire, ont essayé de mesurer le débit sanguin rénal. Le débit sanguin rénal, c'est pas la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire, on va la voir dans le cours de la filtration glomérulaire. Mais pour calculer un débit sanguin rénal, c'est simple chez l'animal. On va mettre un appareil pour mesurer. Mais ça, c'est pas possible. Chez l'être humain, on ne peut pas bousiller comme ça les vaisseaux, etc. Donc, on va essayer d'estimer. Et on va choisir une molécule qui est la pH, l'acide para-amino-épurique. En fait, pourquoi cette molécule en particulier? Parce qu'elle est exclusivement éliminée par le rein. Et elle n'est pas réabsorbée ni sécrétée. Donc, elle va nous donner une idée très très claire du débit sanguin rénal et de la filtration aussi, par conséquence. Donc, pour savoir combien les reins éliminent par minute cette molécule, en fait c'est simple, on fait au plus simple. On va voir aux urines, on va faire la concentration urinaire fois le débit urinaire et on aura un débit d'élimination par millilitre par minute. Si on part d'un autre côté, si on réfléchit plutôt 100, on va dire que l'élimination de ce produit-là est égale au flux plasmatique rénal, de perfusion rénale, le flux sanguin rénal, fois la concentration artérielle, moins la concentration veineuse, artère rénale et veine rénale, de la même molécule, n'est-ce pas? Comme chez l'homme, on ne peut pas faire des ponctions, des micro-ponctions artère rénale et veine rénale, donc on va dire, plutôt on va calculer tout ce qui est urinaire finalement. Donc si on fait un peu de maths, on va dire que la première formule est forcément égale à la deuxième formule. Et pour calculer le flux de perfusion rénale, on va faire comme dans les maths, on va faire la concentration urinaire fois le volume urinaire divisé par la concentration artérielle rénale moins la concentration veineuse rénale. En fait, ce qui est connu, c'est que lorsque la pH, la concentration dans les vaisseaux artériels, dans la circulation est inférieure à 5, cette quantité est éliminée en un seul passage. Ils ont fait plusieurs essayages et ils ont compris que lorsque la concentration est inférieure à 5, elle est éliminée en une seule partie. Ça veut dire que finalement, la concentration artérielle est égale à 5,
moins la concentration veineuse qui est logiquement 0, puisqu'elle est complètement éliminée dans un seul passage. Quand on fait ce calcul-là, donc on peut estimer le flux de perfusion rénale en calculant la concentration urinaire fois le volume urinaire divisé par 5, en fait, la concentration qu'on a choisie qui est de 5. Donc, il faut savoir que le flux de perfusion rénale, c'est en fait le sang en entier. Le flux sanguin rénal, le flux plasmatique rénal est égal au flux sanguin rénal fois 1 moins l'hématocrite. En fait, le flux plasmatique rénal, c'est le plasma. C'est juste les liquides. Et le flux sanguin rénal, c'est le sang en totalité avec les globules rouges, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait 1 moins l'hématocrite. L'hématocrite, c'est-à-dire la masse globulaire. Donc, pour mesurer un débit sanguin rénal, il faut perfuser une quantité minime de pH, c'est 5, et puis la calculer dans les urines et voir calculer le flux plasmatique rénal et par la suite retirer le flux sanguin rénal. C'est comme ça qu'il mesure. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi tout ça? En fait, ça ne sert absolument à rien en pratique quotidienne. Connaître le débit sanguin rénal, peut-être ça va aider dans la médecine élémentaire pour savoir quand est-ce que ça augmente, quand est-ce que ça diminue, dans quelle situation, etc. Mais nous, néphrologues, ça ne va pas nous aider. Ce qui nous aide, nous, c'est le débit de filtration glomérulaire. C'est ça ce qu'on va calculer. C'est ça qui nous donne une idée précise du fonctionnement rénal. Le débit sanguin rénal est complètement, il n'est pas le reflet exact de la filtration glomérulaire. Vous allez voir que lui, il peut être diminué, la filtration glomérulaire ne va pas le suivre, elle va rester constante et inversement. Donc, le débit sanguin rénal est calculé dans la médecine élémentaire pour déterminer la réaction du rein par rapport à une situation donnée. C'est-à-dire la perfusion du rein par rapport à une situation donnée. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez jamais utiliser ces formules-là en pratique quotidienne. Ce que vous allez utiliser, c'est ce qu'on va voir dans le cours de la filtration glomérulaire. Donc, le rein va essayer d'adapter sa circulation dans un seul but. Un seul et unique but intéresse notre cher rein, c'est de maintenir une filtration glomérulaire stable. Qui dit filtration glomérulaire stable, dit élimination des déchets et réabsorption de ce qu'on a besoin de réabsorber. Donc, maintenir un état d'homéostasie. Et pour réguler, il y a une régulation intrinsèque, c'est-à-dire spécifiquement rénale, locale, et une régulation extrinsèque, c'est-à-dire de l'organisme, tout le corps, qui vient de l'extérieur du rein, en tout cas. Il y a la régulation intrinsèque. Elle se divise en deux parties. Il y a l'autorégulation et les hormones localement produites au niveau du rein. On parle d'abord de l'autorégulation. L'autorégulation, elle permet de maintenir un débit de filtration glomérulaire stable, surtout lorsque la pression artérielle moyenne est entre 80 et 140 mm de mercure. Au-delà de ces deux chiffres, l'autorégulation ne peut pas assumer ces variations extrêmes. L'autorégulation, elle est effectuée par deux mécanismes. D'abord, un mécanisme myogénique. Une augmentation de débit sanguin rénal, donc augmentation de la pression de perfusion, va entraîner un étirement des artérioles, notamment l'artériole afférente. Cet étirement va ouvrir les canaux calciques. Donc, il y aura une entrée du calcium à l'intérieur des musculeuses, de la couche musculaire de l'artériole afférente. Et ça va entraîner une vasoconstriction. Cette vasoconstriction, vous imaginez, il faut savoir que le débit sanguin rénal dépend essentiellement des résistances. Et les résistances rénales sont essentiellement situées au niveau du glomérule, c'est-à-dire l'artériole afférente et l'artériole efférente. S'il y a une vasoconstriction, il y aura une augmentation des résistances, donc une diminution du débit sanguin rénal. S'il y a une vasodilatation, ça veut dire une diminution des résistances, ça veut dire une augmentation du débit sanguin rénal, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez ici dans le mécanisme myogénique, lorsqu'il y a une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente, il y a une augmentation des résistances, donc une diminution de débit sanguin rénal. Donc, cette diminution de débit sanguin rénal va entraîner une diminution du liquide qui arrive au capillaire glomérulaire.
Donc ça va contrebalancer. Parce que si il n'y avait pas cette vasoconstriction, le débit sanguin rénal va entrer massivement au niveau du glomérule. Donc il va le forcer. Et ça, c'est mauvais pour le glomérule. Il va essayer de maintenir la fraction filtrée, le débit de filtration glomérulaire stable. Donc s'il y a trop de liquide, il va vers une vasoconstriction pour réguler. L'entrée du liquide à l'intérieur du glomérule va être stable, va être non modifiable. Donc il y aura une diminution de débit sanguin rénal avec une filtration glomérulaire stable, stabilisée. Et je vous ai dit que c'est le rein. C'est maintenir la stabilité de la filtration glomérulaire. Le deuxième mécanisme de l'autorégulation, c'est le rétrocontrôle négatif tubulo-glomérulaire. Et là, ça va inclure l'appareil justa-glomérulaire que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, lorsqu'il y a trop de sodium délivré au niveau du tube distal, le distal va dire non, ça va pas. Je ne peux pas réabsorber tout ce sodium. Je n'ai pas la capacité de réabsorber. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas tomber dans le piège polyurie, déshydratation, etc. Comme lui est connecté à l'appareil juxtaglomérulaire, grâce à ses macula densa, grâce à ses cellules tubulaires, elles vont envoyer un signal vers l'artériole afférente. Les cellules granuleuses vont sécréter de la rénine. Cette rénine est l'hormone la plus vasoconstrictrice parce qu'elle va se transformer. Elle va induire la transformation de l'angiotensine 1 vers l'angiotensine 2, qui est très vasoconstrictrice. Donc cette rénine va entraîner une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente. Donc qu'est-ce qui va se passer? Diminution de débit sanguin rénal. La filtration glomérulaire ici, elle va diminuer. Oui. On va essayer de diminuer la filtration glomérulaire. Pourquoi? Pour diminuer le sodium, pour donner une quantité de sodium qui est possiblement absorbable au niveau tube distal. Sinon, on va perdre beaucoup de sodium. Donc, le rétrocontrôle négatif va diminuer la filtration, donc diminuer le sodium qui est en grande quantité, c'est-à-dire s'il y a un sodium qui est délivré en grande quantité, il va se réajuster à la juste mesure, c'est-à-dire à la capacité de réabsorption au niveau du tube distal. Passons maintenant aux hormones localement produites au niveau du rein. Donc vous imaginez qu'il y a des hormones vasoconstrictrices et des hormones vasodilatrices. La plus importante des hormones vasoconstrictrices, c'est le système rénine-angiotensine, mais intrarénal. Hein. Donc, comment ça va se passer? Vous avez certainement imaginé, compris que c'est produit au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, où les cellules granulaires vont produire de la rénine. La rénine, normalement, elle est pompée vers le système circulatoire, n'est-ce pas? Mais une petite quantité pompée grâce au LA6. Vous vous souvenez de ces cellules qui maintiennent les tubes et les cellules granuleuses ensemble? Il est construit de cellules mésangères qui ont une qualité un peu contractile. Donc, elle pompe la rénine vers les vaisseaux, mais une petite quantité de cette rénine va passer vers l'interstitium. Et ça va entraîner un passage de l'angiotensine 1 vers l'angiotensine 2. Et grâce aussi à l'enzyme de conversion qui est exprimée au niveau des cellules endothéliales des vaisseaux péritubulaires. Donc il y aura une production de système rénine-angiotensine jusqu'à l'angiotensine 2 localement au niveau du rein. Et cette angiotensine 2, qui est très vasoconstrictrice, elle va donner une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente, mais aussi au niveau de l'artériole efférente. En fait, je dirais plutôt surtout au niveau de l'artériole efférente. Donc, qui dit vasoconstriction au niveau des artérioles, dit augmentation des résistances. Donc, une diminution du débit sanguin rénal. Mais comme la vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente est plus importante que celle au niveau de l'artériole afférente, en fait, le sang qui va rentrer, même s'il est petit, la quantité est petite, ça va rentrer au niveau des capillaires, mais ça ne peut pas sortir. Donc, le temps de contact dans les capillaires va être plus important. Donc, la fraction filtrée va être plus importante. Donc, le débit de filtration glomérulaire va rester stable. Je vous ai dit que le plus important pour le rein, c'est de garder un débit de filtration glomérulaire stable.
prostaglandines sont généralement dans la tête des néphrologues classées parmi les hormones vasodilatatrices. Mais je veux que vous soyez conscient que ce n'est pas toutes les prostaglandines qui sont vasodilatatrices. Certaines le sont, certes. C'est tout ce qui est I2, E2, D2, prostacycline, elles sont vasodilatatrices et elles sont produites localement. I2, c'est au niveau du glomérule, O2 et D2 sont au niveau médulaire. Mais les prostaglandines sont aussi dans certaines... je vais dire que si on prend un pourcentage, 90% des prostaglandines sont vasodilatatrices. Mais il y a une certaine sorte très minime, c'est la thromboxane A2, qui est, elle, vasoconstrictrice. Je veux que vous reteniez ça. Et il y a des prostaglandines qui ont un effet vasoconstricteur sur les artérioles glomérulaires. Donc, le deuxième système qui est connu pour être à 100% vasodilatateur, c'est le système kéline-calécrine. Ça va donner une vasodilatation franche. Il y a d'autres hormones qui ont un effet sur les résistances vasculaires. Les unes sont vasoconstricteurs, les autres vasodilateurs, mais leur effet est vraiment minime et négligeable. Donc, entre les systèmes vasoconstricteurs, qui est le plus important, c'est le système rénine-angiotensine, et le système vasodilatateur, qui est les prostaglandines et le système kéline-calécrine, il y a un équilibre. En fait, le tout est de maintenir une filtration normale, filtration glomérulaire. Donc, quand le système rénine-angiotensine est stimulé, il va stimuler à son tour la prostaglandine et le système kéline-calécrine. Et inversement, lorsque la prostaglandine ou le système kéline-calécrine est stimulé, il va stimuler à son tour le système rénine-angiotensine intrarénal. Donc il y aura toujours un équilibre entre vasodilatation et vasoconstriction pour maintenir cette fameuse filtration glomérulaire. Passons maintenant à la régulation extrinsèque. Elle est de deux types, soit nerveuse ou bien hormonale. Le système nerveux qui innerve le rein, c'est uniquement le système sympathique. Donc le système sympathique va entraîner des vasoconstrictions, surtout dans l'artériole efférente. Donc l'effet vasoconstricteur est direct, c'est un effet alpha 1, ou bien indirect, effet bêta 1, par activation du système rénine-angiotensine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il dit vasoconstriction, dit augmentation des résistances, dit diminution de débit sanguin rénal. Mais comme la vasoconstriction est plus importante au niveau de l'artériole efférente, il y aura un temps de contact du liquide, du sang, au niveau glomérulaire plus important. Donc, le débit de filtration glomérulaire reste stable malgré la diminution de débit sanguin rénal. Le système hormonal, il y a deux types qui agissent sur le débit sanguin rénal. C'est l'ADH et le FAN. L'ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Mis à part son effet sur la réabsorption de l'eau par les aquaporines. Donc, l'ADH va se lier à son récepteur V1 et ça va entraîner une vasoconstriction des vasa recta. Donc, il y aura une diminution très significative de la circulation vasa recta, ce qui va augmenter au maximum le système de concentration dilution des urines. Donc, on va concentrer au maximum les urines. Cette vasoconstriction va entraîner une augmentation des résistances, donc une diminution du débit sanguin rénal. Le FAN, c'est le facteur natriurétique atrial sécrété au niveau de l'oreillette cardiaque. Ça va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente, une vasoconstriction de l'artériole efférente. Donc, on aura un débit sanguin rénal finalement stable, mais on aura par contre une augmentation de la filtration glomérulaire. Vous imaginez une vasodilatation de l'artériole afférente. Donc, il y a du sang qui arrive en masse et la sortie est fermée. Donc, la pression hydrostatique au niveau du glomérule est au maximum. La pression hydrostatique va entraîner une filtration plus importante. Et ce système-là ne va pas être inhibé parce que le FAN va inhiber le système rénine-angiotensine. Donc, cette augmentation de la filtration va rester stable. Il y aura toujours cette vasodilatation de l'artériole afférente. Elle ne sera pas inhibée par le système rénine-angiotensine. Donc, c'est une hormone qui augmente énormément la filtration pour le but, en fait, il y aura beaucoup de filtration, beaucoup de sodium qui va être filtré d'un seul coup. Donc, le tube distal ne va pas pouvoir réabsorber. Et comme lui, il ne sait pas réabsorber, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais prévenir l'appareil justaglomérulaire.
Mais lui, il est bloqué parce qu'il ne peut pas réagir. La fan a inhibé la sécrétion de la rénine. Donc, comment le rein va réagir en cas de situation particulière? Si on est en état de déshydratation aiguë, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, une hémorragie, une perte d'eau aiguë, le premier système qui va agir, c'est la prostaglandine. Elle va faire une vasodilatation massive. Cette vasodilatation massive va maintenir le débit sanguin rénal malgré que les autres organes sont en manque de sang. Parce qu'on est en état d'hypovolémie vraie. Donc la prostaglandine avec la vasodilatation rénale, elle va attirer tout le débit sanguin nécessaire pour le rein. Ce qui va entraîner un maintien de la filtration glomérulaire, malgré que les autres organes sont en souffrance, qui sont hypoperfusés. Maintenant, quand cette déshydratation va rester un long moment, quand on passe à une déshydratation chronique, ce qui va prendre le relais, en fait, c'est le système nerveux. Il y aura bien sûr, hypovolémie, il y a un système de vasoconstriction périphérique qui va compenser la pression artérielle, parce qu'on ne va pas mourir quand même, on va maintenir quand même un état d'équilibre dans les hypovolémies chroniques, en tout cas modérées. Donc la pression artérielle va rester stable, plus ou moins stable, le débit sanguin rénal va rester stable, et le débit de filtration glomérulaire par conséquent va rester stable. Donc la vasoconstriction va prédominer au niveau des artérioles efférentes pour maintenir un débit de filtration glomérulaire à la hauteur. Et c'est fait grâce au système rénine-angiotensine. Donc, le système rénine-angiotensine va faire des vasoconstrictions, surtout au niveau de l'artériole efférente, en maintenant une filtration glomérulaire adéquate. Maintenant, lorsque la déshydratation est chronique et très profonde, ici c'est le système sympathique qui est au maximum, le système rénine-angiotensine qui est au maximum. Donc la vasoconstriction est très importante et surtout elle est prédominante sur les artérioles afférentes. C'est-à-dire que la vasoconstriction qui était lorsque la déshydratation était chronique et modérée, elle était surtout sur les artérioles efférentes. Mais lorsque elle devient très sévère, le système sympathique s'emballe et c'est les artérioles afférentes qui sont les plus fermées en vasoconstriction. Donc ça diminue très intensément le débit sanguin rénal, mais aussi le débit de filtration glomérulaire. Donc ici, l'administration des IEC est très intéressante puisque ça va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente et efférente, ce qui améliore le débit sanguin rénal et la filtration glomérulaire. C'est le cas de l'insuffisance rénale cardiaque sévère où les IEC ont toute leur place dans la prise en charge. Maintenant, lorsqu'on est en inflation, lorsqu'il y a une hyperhydratation, lorsqu'on injecte du NaCl chez un sujet qui était déjà en hypovolémie, cette personne en hypovolémique, forcément, elle va stimuler le système sympathique et le système rénine-angiotensine, donc il était en vasoconstriction. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'injection de NaCl? Il y aura une inhibition du système vasoconstricteur, c'est sûr, parce qu'il y a une inflation. Il y a une stimulation de la sécrétion du facteur natriurétique, parce qu'il y a du sodium en plus, donc il faut l'éliminer. Tout ça, toute cette vasodilatation va diminuer les résistances, donc améliorer le débit sanguin rénal et la filtration glomérulaire. Quand on injecte le NaCl chez le sujet euvolémique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas les systèmes de vasoconstriction déjà activés, ici on aura une augmentation de la pression hydrostatique capillaire directement, donc la pression qui pousse la filtration glomérulaire, donc il y a une augmentation du débit de filtration glomérulaire, donc augmentation aussi du sodium délivré au néphron distal, et activation du système rénine-angiotensine, qui va faire une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente. Donc, il y aura un certain équilibre entre l'augmentation du débit de filtration glomérulaire et la diminution du débit sanguin rénal. Maintenant, si l'hyperhydratation devient chronique,
c'est un patient qui reste longtemps dans cette inflation, normalement, à l'état logique, si on pense logiquement, c'est le facteur natriurétique qui prend le relais, renforçant ainsi l'élimination de la NaCl en plus. Mais concrètement, le mécanisme cause à effet entre l'augmentation de la natriurèse et la sécrétion du FAN n'est pas encore démontré ni documenté, que ce soit sur l'animal ou sur l'homme. Maintenant, quelque chose de très important qui va vous aider dans votre pratique plus tard en 2e, 3e et 4e année, et aussi dans votre carrière de néphrologue, il faut savoir qu'un repas riche en protéines ou une alimentation riche en protéines va entraîner une baisse des résistances, que ce soit les artérioles afférentes ou efférentes, c'est-à-dire il y aura une vasodilatation. Donc, augmentation de débit sanguin rénal et augmentation de débit de filtration glomérulaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura une vasodilatation secondaire aux prostaglandines. Un repas riche en protéines augmente les prostaglandines. En même temps, un repas riche en protéines va augmenter le glucagon et les hormones de croissance. Pourquoi? En fait, quand on prend un repas protéiné, l'organisme tend à le stocker. Et c'est les hormones de croissance, le glucagon, qui sont les hormones anabolisantes. Donc la sécrétion est augmentée lors d'un régime ou d'un repas riche en protéines et c'est évoqué comme médiateur de la vasodilatation locale sur les artérioles afférentes et efférentes. Donc il faut retenir, c'est impératif de retenir qu'un régime riche en protéines au long cours va entraîner une hyperperfusion, une hyperfiltration au long cours, donc des lésions de sclérose ou un vieillissement accéléré du rein. Donc quand on dit régime riche en protéines, c'est pas le régime alimentaire que nous avons nous méditerranéens. Nous avons déjà un régime pauvre en protéines. Donc quand vous allez plus tard prescrire un régime pauvre en protéines, n'oubliez pas que nous sommes très 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 loin des normes alimentaires et des habitudes alimentaires des Européens et des Américains. Donc au total, pour faire un résumé et voir plus clair, le système rénine-angiotensine est un système qui est sécrété localement, mais aussi d'une façon dans le système sanguin. Ça va entraîner une vasoconstriction, surtout de l'artériole efférente, ce qui va entraîner une augmentation des résistances, automatiquement une diminution de débit sanguin rénal, mais comme il y a la vasoconstriction est dans l'artériole efférente, ça va ralentir l'évacuation du sang du glomérule, donc un temps de contact avec la membrane de filtration plus élevé, ce qui va maintenir un débit de filtration glomérulaire normal, malgré la diminution de débit sanguin rénal. Les prostaglandines, elles, entraînent une vasodilatation, qu'elle soit artérielle, efférente ou afférente. Donc ça va augmenter le débit sanguin rénal par diminution de résistance, puisqu'il y a une vasodilatation. Et le débit de filtration glomérulaire, lui, va rester stable. Donc pourquoi? Parce que en fait, il y a une entrée-sortie assez rapide qui va compenser le temps de contact entre le liquide et la membrane de filtration est courte, donc ça maintient un débit de filtration normal. Le facteur artériel natriurétique, il va entraîner une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente et une vasodilatation au niveau de l'artériole afférente. Donc, d'un côté, on a une augmentation des résistances, de l'autre, on a une diminution des résistances, ce qui fait que le débit sanguin rénal reste probablement normal, c'est-à-dire il ne va pas avoir une variation. Le débit de filtration glomérulaire de son côté, il va augmenter, puisqu'il y a une entrée massive et une sortie assez lente, donc il y a beaucoup de filtration glomérulaire. Le système sympathique, lorsqu'il est activé d'une façon modérée, il va entraîner une vasoconstriction, surtout de l'artériole efférente. Donc, qui dit vasoconstriction dit augmentation des résistances et diminution du débit sanguin rénal, mais le débit de filtration glomérulaire va être compensé par la fermeture de la voie qui fait sortir le sang, c'est l'artériole efférente, donc ça va être contrebalancé. Le débit de filtration glomérulaire reste stable. Par
contre, si le système sympathique est très puissamment activé, il y aura une vasoconstriction de toutes les artérioles afférentes et efférentes. Dans ce cas, on aura une diminution sérieuse de débit de filtration glomérulaire, mais aussi c'est-à-dire de débit sanguin rénal par augmentation des résistances, mais aussi de débit de filtration glomérulaire parce que de toute façon, il n'y a pas d'entrée du tout de liquide, ou très peu, donc il y a très peu de pression hydrostatique au niveau glomérulaire. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que vous avez compris ce fameux cours de circulation rénale. Bientôt, je vais poster le cours de la filtration glomérulaire, qui est quand même un cours qui fait suite à la circulation rénale pour pouvoir enfin comprendre le mécanisme premier du rein, qui est la filtration glomérulaire.